C'est parti pour une nouvelle vidéo de l'hydre aux 1000 têtes sur l'histoire du peuple kurde, où on va s'intéresser cette fois-ci au Rojava. La vidéo s'appelle Comment sortir du capitalisme, donc moi évidemment ça me parle même vachement. Donc on va regarder ça tous ensemble, tout le monde. Et c'est un camarade, un l'hydre aux 1000 têtes, donc je le salue au passage. Merci encore pour ta série de vidéos qui est vraiment fascinante. Faut que je mate celle sur... comment ça s'appelle? Faut que je mate les vidéos sur les apatistes au passage, que j'ai pas encore vu, mais ça a l'air d'être vraiment des bangers, donc on va regarder ça déjà pour le moment. Toujours la même question qui revient, et qu'aujourd'hui je vais tenter de traiter avec un nouvel exemple, que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, l'expérience politique du Rojava. Ah, et du coup les gens, l'autre vidéo que j'avais déjà fait sur ça, je sais plus comment elle s'appelle précisément, mais c'était celle sur Abdullah Öcalan, normalement. Et on avait aussi parlé de celle sur... Enfin, on avait déjà vu ces deux vidéos-là. Vous devrez pouvoir les retrouver normalement assez facilement sur ma chaîne si vous voulez voir le react. Mais sinon, allez voir directement les vidéos de l'hydre aux 1000 têtes, elles sont super. Enfin temps de plonger entièrement dans l'autonomie kurde au nord de la Syrie. On va regarder en face comment ça s'organise, mais promis, je vais essayer de faire simple et accessible. Pour voir aussi quels en sont les accomplissements, mais aussi les limites, voire même les critiques. L'hydre aux 1000 bangers, franchement, je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo de l'hydre aux 1000 têtes qu'on a ne serait-ce qu'un tout petit peu regretté d'avoir lancé. Parce que je le rappelle, je suis pas là pour raconter un récit qui vous plaît, mais pour J'aime bien sa voix. transmettre le plus fidèlement possible la réalité en fonction de ce que j'ai lu. Et à ce sujet, si vous avez un doute sur ce que je dis, comme d'habitude, vous avez toutes les sources que j'ai utilisées à disposition en description. De votre côté, si vous avez de quoi me corriger, c'est possible, hein, vous pouvez poster une source en commentaire, je la rajouterai quelque part pour que tout le monde en profite. Et si vous avez besoin de plus de contexte pour comprendre de quoi on parle, je vous conseille de revoir ces deux docus que j'ai déjà réalisés. L'actualité ayant rattrapé mon travail, tout ce que je vais vous raconter ici concerne une expérience qui s'est achevée dans les semaines précédentes. Il a une voix de rôliste, mais je pense que t'as mis le doigt sur ce que j'aime bien dans sa voix. Cette vidéo. L'ambition révolutionnaire kurde du Rojava a été stoppée de plein fouet en janvier 2026 par le gouvernement syrien, aidé de groupes djihadistes issus de HTC, qui a repris le contrôle de la région en intégrant les institutions kurdes à l'état central. J'ai le seum. Et même si ça J'ai un tel seum, genre. m'attriste, je vais devoir parler au passé. Ceci étant dit, comme pour ma vidéo sur le zapatisme, vous verrez pas ma tête aujourd'hui pour vous imprégner au maximum de l'environnement du Rojava. Allez, c'est parti. C'est pas grave, il y a la mienne. Tout commence en 2011. C'est le début de la guerre civile en Syrie. Et ça, c'est une info centrale. Tout ce que je vais décrire a été mis en place en pleine guerre civile, qui a fait près d'1 million de morts et de disparus. Essayez de garder... D'ailleurs, le nombre d'expériences socialistes ultra basées et ultra efficaces qui ont eu lieu dans des moments de guerre civile, genre c'est comme la guerre civile espagnole qui a fait émerger genre des libertaires hyper basés à plein de niveaux, tu vois. Franchement, je vous jure, le jour où on nous fout la paix pour juste mettre en place un système d'organisation différent du capitalisme, comment ça va être bien, comment ça va être facile. En Ukraine aussi, effectivement, à une époque, des trucs de Makhno et tout, genre franchement, si on pouvait s'organiser sans être en guerre, genre, ça marcherait si bien. Ça en tête, tout s'est organisé au beau milieu de cet affrontement majeur. Et autre warning, je vais directement utiliser une formule que j'ai rencontrée dans mes lectures, prononcée par des Kurdes, expliquant leur fonctionnement. Si vous, les Occidentaux, ne comprenez pas comment ça marche, nous le comprenons. Et oui, le Rojava, c'est complexe. Et vous allez le voir, même parfois contradictoire. Et ne vous attendez pas à avoir fait le tour après cette vidéo, hein, c'est littéralement impossible. D'autant plus que je me base uniquement sur des lectures, parfois partisanes d'ailleurs, et que sans y avoir mis les pieds, c'est compliqué de se faire un avis. Je passerai Attends, c'est compliqué d'y mettre les pieds aussi. certainement à côté de choses, mais vous aurez l'espace commentaire pour me corriger ou compléter ma description. Bref, si le parti de l'Union démocratique, le PYD, a pu imposer un système alternatif au nord de la Syrie, c'est qu'il a fallu combiner plusieurs facteurs. En 2012, face à l'évolution de la situation de la guerre civile, Bachar al-Assad retire ses troupes du Rojava pour défendre le cœur du pays. Pour le PYD et sa branche armée, les YPG et YPJ, c'est une opportunité qu'ils vont s'empresser d'attraper au vol pour déclarer l'autonomie du Rojava. Et puis, le PYD étant le parti frère du PKK, le parti autonomiste kurde de Turquie, fondé par Abdullah Öcalan, il a pu bénéficier du soutien et de Dont on a beaucoup parlé du coup. l'expérience Qui a commencé sa vie en étant une espèce de stal et qui a fini en étant un libertaire, genre. Une figure vraiment intéressante.
de son aîné pour s'organiser rapidement face à cet abandon de terrain. Et ça passe par deux choses. Déjà, au tout début de la guerre civile, le PYD a aidé à créer le TEVDEM, le mouvement pour une société démocratique, une plateforme avec pour objectif de préparer le communalisme. Toute personne, physique ou morale, donc des associations ou des entreprises par exemple, pouvait adhérer à cette plateforme tant qu'elle acceptait un objectif politique, la Confédération des communes du Rojava. Concrètement, le TFDEM a organisé la création de communes en accompagnant les membres à se regrouper en assemblée. Donc la création de communes, elle n'a pas été spontanée, elle a été accompagnée par un organisme. Ça, c'est la première chose. Et commune, un peu, on va dire, dans un sens qui se rapproche de la commune, genre la commune de Paris et tout. Puis de l'autre côté, c'est un peu ça aussi derrière, l'idée. Le PYD a marginalisé C'est pas exact, c'est pas du tout pareil, enfin en termes de système politique et tout, mais genre, ça vient de là. L'opposition politique. Certains parlent même d'assassinat politique, même si personnellement j'en ai pas trouvé la trace sourcée. Et quand on parle d'opposition, ici on parle de partis soutenus notamment par la Turquie, l'ennemi mortel de l'autonomie kurde, ou proche du clan Barzani, l'autre voie autonome kurde en Irak, plus favorable à un régime traditionnel qu'à la révolution prônée par le PYD. Et c'est à ce prix que l'autonomie a pu être intéressant de le voir discuter avec Donald Trump après la vidéo qu'on vient de voir, déclarée. qui explique que c'est un nazi. Et autant être clair là-dessus. Les communes formées à la création de l'autonomie se sont regroupées en districts qui se sont réunis en cantons, puis en régions et enfin en une fédération. Mais le territoire a évolué, en passant de 3 cantons, principalement habités par des Kurdes, à 7, en associant des territoires en majorité arabes au cours de la guerre civile. Ce qui a posé de nombreux problèmes d'intégration et de tension entre Kurdes et Arabes, ces derniers étant moins prêts à suivre l'objectif révolutionnaire des Kurdes. جانا شيء رخيص والله ما جانا شيء رخيص والله ما جانا ما تغير علينا شيء غير عليه تعرف شنو السيجاره صرنا ندخنها وازارنا ودقنا حلقناها هذا تغير علينا. En décembre 2016, afin de montrer que l'initiative n'est pas uniquement kurde mais multiculturelle, le Rojava a adopté le nom de Fédération démocratique de la Syrie du Nord. Bon, moi ici je vais continuer par simplicité à dire Rojava, mais il faut savoir que ça regroupe aussi les territoires non kurdes. Les choses ont donc évolué avec le temps, et c'est vrai pour un peu tous les domaines. D'autres partis politiques ont aussi été peu à peu autorisés. Des élections ont été organisées dans les 3 cantons kurdes sans qu'on pointe d'irrégularité. Les territoires arabes, eux, n'y ont pas eu droit, officiellement en raison de la guerre. Un fait que l'opposition aux Kurdes ne manque pas de soulever. Un territoire en tension, je vous ai dit. L'organisation de la fédération est décrite dans la charte du contrat social. C'est l'équivalent de la constitution du Rojava. On notera l'appellation différente quand même, parce que si vous avez suivi ma précédente vidéo sur Ocalan, le but de tout ça est de s'émanciper de l'État-nation. Voilà, on cherche à un autre système que l'État-nation. Or, qu'est-ce qui caractérise un État-nation ? Avoir une constitution, par exemple. D'où le fait d'éviter cette dénomination. Concrètement, le pouvoir législatif était détenu par l'Assemblée législative, représentant les 3 cantons ayant participé aux élections. Élus au suffrage universel direct pour une durée de 4 ans, ses membres ne pouvaient cumuler plus de 2 mandats consécutifs. Et elle était aussi présidée par un binôme homme-femme, ce qui se retrouve dans toute autre assemblée au Rojava. Chaque région avait un conseil exécutif, toujours coprésidé par ce binôme paritaire, choisi par l'Assemblée législative pour une durée de 4 ans. Ce conseil exécutif avait pour mission de faire respecter le contrat social et les lois décidées par l'Assemblée. Pour autant, si ce système peut paraître assez classique avec ce qu'on connaît ici, il était aussi transformé de l'intérieur. En suivant la pensée d'Ocalan, se sont formées des communes confédérées et autogérées, sans État-nation pour les diriger. Ces communes pouvaient être un village, un quartier ou une rue allant de 15 à plus de 300 foyers, allant de la commune géographique à la commune de femmes, la commune de jeunes, culturelle ou religieuse. Parce que oui, la commune n'est pas qu'un territoire géographique, mais peut aussi être une assemblée de personnes partageant une identité, un métier ou un genre. Ouais, ce que je vous dis, il faut s'éloigner de l'idée de commune, genre juste la commune, genre en mode, voilà, la commune de Grenoble. Les langues différentes du kurde, comme l'arabe, le syriaque, non, désolé, la partie sur la Roscran, on va pas la faire aujourd'hui. Ont été reconnues et acceptées, tout comme toutes les expressions religieuses. Une tolérance à ce sujet qui se doit d'être relevée. Les assemblées formaient le conseil de la commune, et ces délégués étaient révocables à tout moment par celles et ceux qui les ont mandatés. Ça me rappelle quelque chose, ces questions d'organisation par mandat, comme un article qu'on aurait pu lire il y a pas longtemps. Toute personne de plus de 16 ans pouvait s'y exprimer. Révocable,
démocratique. Et elle s'occupait de gérer les affaires courantes, de la résolution de conflits de voisinage à l'autodéfense, en passant par les questions sur la jeunesse ou l'économie. Et tout ça s'inscrit dans la pensée libertaire théorisée par Öcalan que j'ai déjà traitée ici, largement inspirée par celle de Murray Bookchin, le penseur anarchiste américain. Mais dans les faits, cette forme d'organisation peut interroger clairement une assemblée pour chaque niveau de la fédération, un pouvoir éclaté en fonction de son appartenance à une religion, une population, un métier, et au-dessus de tout ça, un parti majoritaire, le PYD, qui projette son ombre sur toutes ces institutions. Et c'est normal de ressentir cette espèce de flou. La construction politique était encore en cours, et même avec un contrat social écrit dans les faits. Et un pays en guerre civile, encore une fois. Le pouvoir n'était pas aussi précisément établi que dans les textes. Ça donne un peu le tournis, mais c'est aussi comme ça que ça se crée un nouveau système, en composant avec les réalités du terrain. On peut revenir à la théorie pour comprendre un peu mieux. Là où le marxisme place la lutte des classes au centre de la réflexion et produisant par définition une conflictualité permettant de prendre conscience de sa classe et ainsi de s'organiser ensemble contre le capitalisme, le socialisme démocratique pensé au Rojava s'en éloigne et préfère parler de l'émancipation des couches inférieures de la société. Alors ça peut y pour moi, ça revient au même. ressembler, mais il y a des différences. Déjà, il y a un triple objectif pour le parti kurde. La démocratie par la base, la libération de la femme et l'écologie. Pour autant, il ne 3 trucs contre le capitalisme, concrètement. rejette pas l'existence des classes ou de leur conflictualité, mais ce sont les communautés qui leur sont préférées. Pour faire simple, l'une des grandes forces du capitalisme est sa capacité à atomiser la société en milliards d'individus. C'est l'individu qui est l'unité politique de base du système idéologique du capitalisme. Mais c'est Parce qu'en fait, au final, c'est juste un switch vraiment de vocabulaire, mais on raconte globalement la même chose. un leurre, ça n'a qu'un seul effet, Genre concrètement, ce qu'on dit, nous, c'est que oui, d'accord, la race sociale, c'est aussi une forme de classe sociale, le genre, c'est aussi une forme de classe sociale, fragmenter la société et empêcher donc la lutte des classes les touche aussi. l'union des forces opposées au système capitaliste. En se regroupant au sein de communautés, les adversaires du capitalisme deviennent plus puissants et prennent conscience d'oppressions et de revendications qu'ils et elles partagent. Il est plus simple alors de s'unir dans un premier temps sous la forme de plusieurs communautés en se fédérant, plutôt que de tenter de rassembler d'un coup l'ensemble du prolétariat qui n'a que peu de conscience de classe. En gros, on commence petit pour se regrouper peu à peu et former, dans un deuxième temps, un front uni. Mais si l'objectif est d'abolir le capitalisme, il faut qu'on parle de l'économie du Rojava. Et là, il y a une contradiction qui va vite devenir évidente. Les 2/3 des ressources de la région venaient d'une exploitation artisanale du pétrole très polluante. Et pour une idéologie qui se revendique écologiste, c'est un peu compliqué à défendre. Mais le but était la survie coûte que coûte, d'où ce compromis entre idéal et réalité du terrain. D'ailleurs, lors de la reprise des régions majoritairement arabes par le gouvernement central en décembre 2025, le Rojava a aussi du même coup perdu une manne financière majeure, puisque ces territoires étaient aussi très riches en pétrole. Ça a été le premier coup majeur porté à l'économie de la fédération. Une partie des entreprises agricoles au sein des communautés s'organisaient en coopératives. Elles s'occupaient essentiellement d'exploiter des terrains appartenant à l'État syrien. Il s'agissait donc d'une mise en commun de ces terres, une avancée vers un système communiste donc. Pour autant, les discours qu'on trouvait étaient contradictoires. Les textes d'Öcalan dénoncent le capitalisme, mais parmi les habitants, on réclamait pas son abolition immédiate et on acceptait de créer une alternative mais en même temps, faire une conscience de classe, ça prend du temps. à partir de structures existantes. D'ailleurs, on comptait encore de grandes propriétés agricoles privées actives au Rojava. Pour soutenir cette agriculture et son économie, le Rojava a pris sous son contrôle le barrage de Tishrin, au sud de Kobané. Grâce à lui, la fédération a pu non seulement atteindre son autonomie énergétique, mais aussi soutenir son autonomie alimentaire. Sauf que le barrage a été repris par le gouvernement syrien en janvier 2026. Et là, second coup majeur porté au cœur de l'autonomie kurde avant d'en finir pour de bon. Parmi les décisions économiques marquantes, on a pu aussi noter le blocage des prix face à la crise de la guerre civile pour éviter la spéculation. Les coopératives dont je parlais fournissaient entre 20 et 30% de leurs revenus à leurs communes qui s'en servaient pour créer des centres de soins gratuits pour les plus pauvres. Mais à cause de l'embargo imposé par l'État turc, la solidarité était aussi perfusée à l'aide internationale et associative. Enfin, mis à part la question du pétrole que j'ai évoquée, il y a quand même eu aussi quelques actions concernant l'environnement ou pour sensibiliser les habitants à ces questions. Mais la guerre n'a pas aidé à leur développement, clairement.
Diversification de l'agriculture, refus des OGM, ramassage des déchets, création d'une académie pour former la population à la conscience environnementale, reforestation et partage de savoir sont différents accomplissements des institutions kurdes. Alors évidemment, tout... Ouais, donc c'est ça, tu peux pas vraiment leur reprocher d'avoir continué à exploiter le pétrole au moment où ils étaient en train de littéralement mettre en place toutes les politiques qui leur auraient permis d'en sortir à terme. n'a pas été renversé. Et comme je le disais en introduction, on parle d'un pays en guerre et sous embargo. Contrairement au souhait d'Öcalan, par exemple, l'État en place n'a pas été aboli ou remplacé par une fédération démocratique sans État. Sur cette question de l'abolition de l'État, le Rojava se place entre l'anarchisme et le marxisme. Le premier souhaitant une abolition simple et immédiate de l'État. Le second, lui, souhaitant remplacer l'appareil de l'État par la dictature du prolétariat avant la mise en place du communisme sans État. Le communalisme, lui, veut créer des alternatives populaires pour chaque morceau de l'État et, une fois en fonction, dissoudre ces parties d'État qu'elles auront ainsi remplacées. Donc la destruction de l'État se fait petit à petit, morceau par morceau. Donc on voit bien que le Rojava n'a pas renversé le capitalisme ou l'État et qu'il y avait même... Moi, c'est vraiment la vision que je défends au passage. Un gros bout de chemin à atteindre si c'était l'objectif. Mais encore une fois, on était dans une situation extrêmement... Alors je sais que c'est pas la même que beaucoup de mes camarades, mais moi c'est une vision que j'ai pour le coup. Conflictuelle, donc on peut comprendre le frein. Mais il n'y a pas que l'économie, la culture et l'éducation ont aussi été profondément revisités. Ateliers et festivals en tout genre ont été créés pour diffuser la culture kurde qui est ou a été littéralement muselée dans certains États-nations, comme en Turquie ou en Iran par exemple. Remettre au premier plan la culture kurde, c'était l'objectif. C'est d'ailleurs la même chose pour l'éducation, se recentrer sur le Kurdistan et regarder le monde à travers ses yeux. La langue kurde a évidemment été intégrée dans les écoles, ce qui est considéré comme l'une des grandes avancées de la Révolution. Mais comme toujours, dans les enseignements, c'est l'étude de l'histoire qui pose pas mal de questions. Parce que si elle se fait à travers ses impacts sur la société kurde dans une forme de roman national kurde, c'est que le PKK et le PYD l'ont grandement influencé. Et qu'un parti politique s'empare de l'enseignement historique, forcément, ça fait grincer des dents. Ce qui explique qu'on trouvait dans les études des sujets liés à l'émancipation des femmes, mais aussi valorisant l'action du parti ou de son leader Öcalan. Former une génération qui adhère aux idéaux du parti, c'est aussi une stratégie héritée de la pensée du PKK des années 80. Chercher à créer un homme nouveau, un militant idéal pour poursuivre la lutte. Autre sujet complexe, la liberté de la presse. Elle est la source de témoignages contradictoires. Plusieurs organismes d'opposition, proches du gouvernement kurde d'Irak, des rivaux donc, se sont plaints de mauvais traitements de la part des autorités du Rojava. Dans le même temps, d'autres rappellent qu'en temps de guerre civile, il s'agissait certainement de l'un des seuls lieux où il était possible d'exercer sans craindre pour sa sécurité. Et en parlant de sécurité, la question est centrale sur le territoire en plein conflit armé. D'abord la police. Enfin, les polices. D'un côté, les forces de sécurité intérieure, qui sont un corps proche de notre gendarmerie ici en France. À la base, elle était censée être gérée démocratiquement, mais le contexte de la guerre a été invoqué pour centraliser et hiérarchiser la structure de commandement. Dans la lignée de l'esprit de communauté, on pouvait retrouver des unités kurdes, mais aussi arabes ou féminines, par exemple. De l'autre côté, il y a aussi les forces de protection de la société. Et là, on avait affaire à une police bien moins classique. Basée sur le volontariat, ces unités ont fait office de police locale, de proximité on aimerait dire, qui gère les petits conflits mais pouvant intervenir en soutien sur des cas plus graves. Ce qui est vraiment l'inverse du fonctionnement de la police française. C'est-à-dire que nous, vraiment, l'objectif, c'est que les flics d'un endroit, ils surveillent un autre endroit qui est pas chez eux, de façon à pas avoir de lien quelconque. Alors, littéralement, les CRS ne peuvent pas être déployés dans la ville d'où ils viennent. C'est-à-dire que si jamais vous avez des CRS dans votre ville, ils viennent forcément de ailleurs. On pouvait donc trouver dans un quartier des unités de femmes de 19 à 70 ans assurant la sécurité du marché ou des écoles. L'ambition affichée, mais on en était loin, c'était de former l'ensemble des unités à la résolution non violente des conflits avant de pouvoir toucher à une arme et si possible à terme... Vraiment littéralement l'inverse de la police française, quoi. C'est-à-dire que... Paris c'est plus compliqué, je crois que ça dépend... J'avoue, je connais pas bien le fonctionnement des CRS à Paris. Mais... Attendez, qu'est-ce que je disais ? L'ambition affichée, mais on en était loin, c'était de former l'ensemble des unités à la résolution non violente. Oui, voilà, je disais, oui, concrètement, nous, la police en France, elle est formée à l'escalade, littéralement. On a progressivement, pendant 20-30 ans, enlevé tous les travailleurs sociaux qui bossaient proches de la police pour faire en sorte que la réponse violente soit la première. On a créé, des stratégies comme la NAS, qui servent littéralement à faire monter le niveau de violence dans une manifestation. Enfin, c'est vraiment l'exact inverse,
des conflits avant de pouvoir toucher à une arme et, si possible à terme, d'en faire un corps de police non armé. Alors que nous, on veut qu'il y ait de plus en plus de flics avec des flingues. Enfin, Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. l'un des projets encore plus lointains, selon un témoignage, est de former tout le monde pour idéalement supprimer l'institution de la police. D'ailleurs, qui dit police dit justice. Officiellement, la peine de mort et la torture ont été abolies. Pourtant, de nombreux témoignages vont à l'encontre de ces déclarations, notamment dans les centres renfermant les prisonniers de Daesh, qui étaient jusque-là gardés par les Kurdes de la Fédération avec le soutien, à l'époque, des États-Unis. Mais bon là, clairement, il est difficile d'avoir des preuves claires du traitement réservé aux prisonniers parce que c'est vraiment au centre des propagandes d'un camp et de l'autre. Pourtant, le projet initial était de préférer des peines de justice réparatrices et des médiations au châtiment ou à l'enfermement. La justice de la Syrie du Nord restait donc largement à construire et parfois s'accommodait d'exceptions pour Et en même temps, l'histoire entre les Kurdes et Daesh, c'est compliqué. préserver la paix sociale. Des traditions contraires à la charte du Rojava étaient parfois tolérées, notamment dans les territoires en majorité arabe. Toujours dans l'idée de faire de la commune le centre du pouvoir politique, toutes les communautés qui le souhaitaient pouvaient juger elles-mêmes leurs affaires dans des comités de paix, de consensus ou de conciliation, tant que les décisions ne contrevenaient pas au contrat social, dans une forme de mise en avant du pouvoir local et de l'autogestion. Si elles n'arrivaient pas à trouver un accord, elles pouvaient Là, l'autogestion, c'est pas on fait ce qu'on veut quand on veut, c'est qu'il faut respecter quand même des règles. toujours s'en remettre à des organismes de jugement plus classiques. Enfin, le dernier point concernant la sécurité, c'est l'armée. Composée de 70 000 soldats, dont de nombreux conscrits, c'est une coalition de différents groupes. Parmi eux, on retrouve les YPG, les YPJ, les composantes masculines et féminines kurdes, branche armée du parti politique PYD. L'ensemble forme les FDS, les Forces démocratiques syriennes, et sont contrôlés par plusieurs instances politiques. C'est cette force armée qui a notamment repoussé les djihadistes de Daesh pendant la guerre civile. Aujourd'hui, à la suite de la défaite kurde de janvier 2026, elles ont été intégrées à l'armée régulière du gouvernement central syrien. Si au départ l'armée du Rojava, donc les FDS, était considérée comme démocratique, peu à peu certains ont commencé à interroger la hiérarchie militaire, la professionnalisation de cette armée. Elle n'avait plus grand chose à voir avec ses débuts face à Daesh, où ses officiers étaient élus, révocables, et où des conseils de soldats, les tekmil, permettaient de critiquer ouvertement ses camarades ou ses officiers. Il se dit même parfois que l'armée commençait à former une nouvelle caste, loin de l'idéal révolutionnaire. La figure de Mazloum Abdi en est l'exemple type. Commandant en chef des FDS, encore en poste à l'heure de cette vidéo, il a parfois été repris pour ses propos, s'immisçant dans la diplomatie, alors que sur le papier, c'est pas son rôle. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est qu'il faut bien prendre en compte que la situation de la guerre civile a évidemment joué dans l'évolution des institutions. Et que le Rojava des premiers moments, faisant face à Daesh avec le soutien de la coalition internationale, n'est pas le même que la fédération des derniers instants. Elle est devenue un proto-État installé qui n'a pas atteint les objectifs initiaux de la révolution pour le confédéralisme démocratique qu'elle s'était fixé. Que ce soit par manque de temps, de moyens ou de volonté, ou tout simplement à cause de la guerre en cours. Mais il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé et qui est Oui, pour moi, c'est quand même l'explication principale. peut-être l'un des plus centraux dans la révolution du Rojava. La révolution de la femme est une révolution au sein d'une révolution. Il est temps de parler de la gynéologie. Jin Jihan Azadi. La femme, la vie, la liberté. Voilà ce qu'on entend dans les manifestations de soutien au peuple kurde. Un slogan pour dire la place centrale des femmes dans le combat des Kurdes, et notamment au Rojava. C'est la militante Sakin Kansiz, assassinée à Paris en 2013 et cofondatrice du PKK, qui a considérablement influencé l'orientation féministe du parti, qui a découlé par la suite sur la réflexion de la gynéologie. La gynéologie, littéralement la science des femmes en kurde, c'est un ensemble de principes et de pratiques qui accompagnent une forme de féminisme spécifique. C'est un peu complexe, donc on va s'arrêter dessus. Là où le féminisme occidental, essentiellement en Europe et en Amérique, peut parfois, dans une certaine version, Surtout donneur de leçons. s'accommoder du capitalisme et de l'État-nation pour essayer de Oui, voilà, c'est en mode soyez des meilleures personnes individuellement et ça ira mieux, bref. s'émanciper. La gynéologie rejette ces deux institutions. Le patriarcat est pensé comme intrinsèquement lié à l'État-nation et au capitalisme. J'explique ça plus en détail dans ma vidéo sur Ochalan. La gynéologie est donc une pensée bien plus radicale, en plus d'être Tout comme c'était déjà à la fondation des systèmes féodaux qu'il y avait avant le capitalisme. coloniale et critiquant cette vision hégémonique du féminisme tel qu'on peut le connaître en Europe. Genre ça parce qu'on me dit que le patriarcat est consubstantiel au capitalisme, qu'il n'était pas consubstantiel au système d'avant qui était pire.
Typiquement, la figure de la femme entrepreneuse vantant son émancipation tout en participant Mais voilà, les girl boss. Bon. à la promotion de la culture bourgeoise, c'est pas du tout un exemple pour la généalogie. Pour autant, on peut pas non plus le résumer en un simple féminisme kurde, la pensée d'autrice de tous horizons étant autant d'inspiration pour la généalogie. Il s'agit aussi pour les femmes de se réapproprier le champ des connaissances académiques, considérées comme colonisées par les hommes, mais aussi de renouer avec Et les blancs, hein, au passage. les savoirs indigènes, qui peuvent être tout aussi pertinents que les autres selon la généalogie. L'université de Qamishli, par exemple, dispose d'un département de généalogie et les champs Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que de temps en temps, je vais pas vous mentir, genre quand je regarde un petit peu c'est quoi certains débats sur internet ou certains trucs par rapport à la pensée actuelle et tout, j'ai quand même le sentiment que des fois, genre, c'est pas qu'on recule sur les questions du féminisme, mais qu'elles sont un peu mises de côté, que en fait, l'espèce de critique qui est venue post-MeToo, ça fait que on met les questions de façon un peu trop secondaire, alors que, genre, les révolutionnaires partout autour du monde en font une question absolument centrale. Genre, enfin, chaque fois, ça me flash, tu vois, à quel point c'est vraiment pas, genre, un demi-question, c'est vraiment pas un truc à mettre de côté, et c'est certainement pas un truc secondaire, genre. de recherche sont la politique, la santé, l'autodéfense, l'économie, l'écologie, l'histoire, l'éducation, la démographie, On a à apprendre des révolutionnaires étrangers. Non, mais évidemment. Genre, enfin, déjà, nous, on est au cœur de l'impérialisme, donc forcément qu'on a des trucs à apprendre des pays de la périphérie qui font la révolution, bien sûr. la justice et l'éthique esthétique. Les unités de protection de la femme, les YPJ, sont une force armée composée exclusivement de femmes et ça s'inscrit totalement dans la généalogie. Malgré tout, l'une des critiques adressées à la généalogie est sa propension à préférer affirmer certains faits servant son discours plutôt que de les rejeter. Un exemple emblématique, c'est le narratif disant que le peuple kurde doit renouer avec un matriarcat originel, qui Ah, ouais, bon, tout ce qui est féminin sacré, par contre, bof. n'a pourtant aucune preuve d'existence tangible. C'est un peu leur dérive élevé à eux, quoi. En fait, le but, c'est moins de rechercher la vérité à tout prix que de permettre en premier lieu aux femmes de s'émanciper du patriarcat. Après, genre, qui ne fait pas ça? On peut aussi trouver certaines affirmations valorisant une femme traditionnelle et idéalisée de la femme, comme l'image de la femme porteuse de paix par essence, une Oui, bon. vision qui se lit déjà Bizarre quand t'as plein de femmes soldats. dans les écrits d'Öcalan. Cette essentialisation va par exemple à l'encontre du discours féministe occidental plutôt basé sur la modernité et le non-réductionnisme. Pourtant, on peut pas non plus réduire la généalogie à un ensemble de disciplines non scientifiques. Ce serait encore reproduire un discours de dominant, discréditant de base la production d'un savoir militant. Et ici, je voulais juste vous retranscrire les débats qui existent à ce niveau-là, et libre à vous d'aller faire de plus amples recherches pour vous faire votre propre avis. Bon, ça c'est la Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a, comment dire, 2-3 trucs un peu gaze sur le plan théorique que c'est pas, genre, giga basé. Au contraire, qu'il y a des débats, puisque c'est un truc qui est en cours, ça m'étonne pas du tout, tu vois. théorie, mais quels sont les accomplissements de la généalogie en pratique? Alors, j'ai parlé des YPJ, de la création d'un département consacré à la généalogie dans une université à Qamishli, mais il y a aussi l'image à l'international. Quand on parle des Kurdes ou qu'on fait des recherches dessus, les femmes sont omniprésentes. Et vraiment, ça change de tous les autres sujets sur lesquels j'ai pu Mais ça travailler. fait du bien. Donc, ne serait-ce que symboliquement, c'est déjà une victoire. Bien sûr, on doit quand même dire que la généalogie est loin d'avoir réglé tous les problèmes et que dans certains territoires, notamment les villages très traditionnels kurdes et les zones arabes, les mariages de jeunes filles mineures et la polygamie ont toujours bel et bien eu lieu. Les droits des femmes à disposer de leur corps est aussi limité. La contraception, la sexualité libre sont aussi des sujets qui n'ont pas été posés dans le débat public. Il n'y a pas eu non plus, à ma connaissance, de loi garantissant la liberté d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Pour autant, on n'a pas recensé de répression systémique à l'encontre de personnes LGBT. Et oui, toutes ces questions sont complexes. J'ai Bah, alors, à la limite, s'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas fondamentalement besoin de mettre des lois, du coup. voulu les nuancer sans prendre tout pour acquis, ni tout stigmatiser par principe. J'espère que vous avez saisi à la fois les réalisations et les Mais bon, après, je pense quand même qu'il doit y avoir pas mal de... Enfin, il doit quand même y avoir de la répression homophobe, genre. limites du mouvement communaliste du Rojava. Mais je voudrais pas non plus que tout ça empêche de soutenir avec force le peuple kurde dans son autodétermination. On peut le faire en ayant en tête tous ces débats. Avant de Oui, continuer. de la même façon que, genre... bah, de toute façon, est-ce que, genre, surtout sur les expériences réelles de socialisme, c'est jamais parfait.
Genre, au bout d'un moment, ça, c'est un truc sur lequel les gauchistes, il va falloir qu'on se mette d'accord au bout d'un moment, mais que, genre, par exemple, moi, j'ai entendu des gens dire énormément de mal sur le Rojava parce qu'il n'y a pas la dictature du prolétariat exactement comme eux, ils l'ont imaginé, nanani, nanana. Et je trouve ça quand même vraiment gazin. Genre, parfois, il faut savoir redescendre aussi sur certains de ces trucs-là et comprendre que oui, d'accord, t'as peut-être vraiment lu très très fort Marx et plein d'autres penseurs, mais la confrontation avec le réel, avec les vrais genres de la réalité véritable, compliqué en vrai. Genre, surtout quand t'es dans encore une fois, un pays en guerre civile. Continuer, je voudrais vous dire à quel point il a été enrichissant de travailler sur ce sujet. J'ai appris beaucoup et j'espère que vous aussi. Mais ça m'a pris Si on attend la révolution parfaite, on est juste trotskiste. C'est pas faux. un temps fou. Et évidemment, tout ce que je propose est gratuit pour que tout le monde en profite. Si ce cycle de vidéos sur le Kurdistan et le Rojava en particulier vous a plu, si vous pensez qu'il est nécessaire de porter la voix d'alternatives politiques pour contrer le discours habituel, vous pouvez aider cette chaîne à survivre. Ça se passe sur Ulule et le lien est en description. Encore N'hésitez pas à le soutenir en vrai. une fois, merci 1000 fois aux personnes qui contribuent déjà. Il est temps de revenir à notre question de base. Est-ce que le Rojava est sorti du capitalisme? Clairement pas. Mais si la propriété privée n'a pas été abolie, En même temps, encore une fois, sans faire la meuf qui vient péter l'ambiance, le capitalisme, c'est un système monde. Donc tant que le capitalisme est globalisé comme il l'est aujourd'hui, tu peux pas sortir du capitalisme. Donc, c'est pas un critère à proprement parler de est-ce que tel pays a réussi à sortir du capitalisme? Bah, pas vraiment en fait. Tu peux pas vraiment sortir du capitalisme, genre. d'autres aspects ont été enfoncés. La généalogie montre que le patriarcat est vivement combattu, le Tu peux mener la révolution. Ça, oui. communalisme, que l'individu n'est plus l'unité politique de base et C'est pour ça qu'on est internationaliste, exactement. qu'il a été remplacé par la communauté. Et tout ça va dans le sens d'une alternative au capitalisme, ou du moins de victoire face au capitalisme. Et pourtant, il est impossible de passer à côté du fait que ces notions ont aussi été imposées à des populations qui ne soutenaient pas ce projet, notamment dans les territoires majoritairement arabes, comme à Raqqa par exemple, avec parfois des pratiques clairement en contradiction avec les discours humanistes affichés. Des témoignages d'arrestations arbitraires ou d'actes de torture commis par les FDS, l'armée du Rojava, ont été relevés et dénoncés par l'ONG Réseau syrien pour les droits de l'homme. Mediapart avait aussi relevé des accusations d'exaction des FDS auprès de populations civiles, sur le territoire qu'elle contrôlait en juillet 2025. Les forces kurdes, elles, se sont toujours défendues en avançant des questions de sécurité intérieure. Bref, c'est la Ouais, guerre et la propagande c'est la guerre, quoi. existent des deux côtés. L'idée n'est donc pas ici d'idéaliser l'expérience politique du Rojava, vous l'aurez compris. Et je suis évidemment pas le seul à relativiser les avancées du communalisme kurde. Je vais prendre par exemple le docteur en droit Pierre Bans, auteur du livre La fascinante démocratie du Rojava, qui a pris le temps de relire ce script et je l'en remercie. En se basant sur le texte de la charte du contrat social, il nuance la démocratie directe affichée en pointant du doigt les éléments qui se rapprochent plus d'une démocratie participative dans la pratique, un entre-deux entre démocratie directe et démocratie représentative. L'État n'est donc ni totalement aboli, ni totalement centralisé. Encore une nuance à apporter au discours initialement porté par Abdullah Öcalan, qui cherchait à abolir l'État-nation pour le remplacer par une nation démocratique. Je vous conseille ce bouquin si vous souhaitez avoir... Puis c'est là qu'il faut être marxiste, pour le coup. Genre, ok, donc on a eu ça. On est parti d'une théorie. On a observé l'application de cette théorie dans la pratique, ce qui a fait émerger des contradictions internes à cette pratique. Et donc, bah, genre, on doit en retenir les leçons pour les prochaines pratiques, pour faire évoluer notre théorie, pour justement réussir à aller de l'avant. une analyse approfondie de l'expérience pratique du Rojava. Ce qu'il faut aussi comprendre dans cette complexité, c'est C'est toujours un retour, c'est toujours un aller-retour, la pratique et la théorie, tout le monde. Surtout quand on est marxiste. que pendant 70 ans, toutes les cultures composant la Syrie ont vécu sous un régime despotique et hiérarchique, à toutes les strates de la société, et qu'il est extrêmement difficile de se défaire de cette tradition autoritaire. Oui, c'est ça. Genre, C'était une autre forme de système politique, décentralisé et cherchant à défaire l'État, le capitalisme ou la représentation électorale, c'est une bataille culturelle à mener sur le long terme, et qu'il est impossible d'y arriver en une petite dizaine d'années. Malgré tout, le Rojava a tenu cette dizaine d'années. Et qu'est-ce qui a fait que l'expérience a résisté? Déjà, 3 éléments stratégiques qui n'ont rien à voir avec l'organisation politique. Oui, et puis moi, en vrai, genre, on est tellement face à beaucoup d'échecs, à tellement de niveaux, genre dans la lutte révolutionnaire, à plein de moments, tu vois que, ok, d'accord, il y a les trucs de critiques à avoir par rapport à ce qui s'est passé là-bas, mais est-ce qu'on peut aussi se concentrer 5 minutes sur ce qui a bien fonctionné quand même? Parce que, bah, en l'occurrence, c'est quand même assez exceptionnel.
La vente de pétrole, qui a produit un niveau de vie certes faible, mais tenable pour la population. Le contrôle du barrage de Tichrin pour la production d'énergie. Et le soutien, jusqu'à très récemment, des USA qui a permis la victoire militaire face à Daesh et de résister, du moins pendant un temps, face aux agressions turques. Politiquement, c'est aussi grâce aux régions majoritairement kurdes que l'organisation tenait. Dans les régions arabes, les idéaux étaient plus flous et on tolérait plus d'écart. Et puis, il y avait le contexte intérieur de la Syrie. Avant l'arrivée d'Ahmed al-Shara, le pays était divisé et personne ne pouvait réellement s'opposer au FDS, une force armée conséquente, organisée et expérimentée. Ou du moins, le croyait-elle. La suite a montré que les FDS étaient un tigre de papier. Elles ont été vaincues en seulement quelques jours par l'armée syrienne et les milices djihadistes soutenues par la Turquie. Dans ce contexte, tout a changé maintenant. Et bien malin sera celui qui pourra prédire la suite des événements. Mais ce En même temps, le rapport de force... on peut dire avec certitude, c'est que l'expérience du Rojava et son ambition d'instaurer le confédéralisme démocratique est bel et bien terminée. Le gouvernement central de Damas a repris la main, mais comme le président par intérim al-Shara n'a jamais respecté les accords Après, ça a sûrement planté des graines dans la tête de beaucoup de gens, hein. avec les Kurdes, on peut craindre le pire. L'ironie de la culture kurde et du Rojava, c'est qu'elle montre qu'en plein territoire de la Mésopotamie antique, là où on fait traditionnellement commencer l'histoire des civilisations, et en fait surtout l'histoire des grands royaumes, empires et souverains associés, le Rojava a pris son destin en main, à contre-pied de ces volontés d'hégémonie de ces grandes puissances. Plutôt que de vouer un culte à des ancêtres glorifiés, les Kurdes ont préféré tenter autre chose. Comme si, à travers le Rojava, on Sans pour autant rejeter une certaine forme de culture traditionnaliste. pouvait entreapercevoir un autre chemin que celui des empires et des États autoritaires. Mais dans la défaite de l'autonomie kurde, on pourrait tenter de se rassurer en s'appuyant sur les récentes déclarations d'Abdullah Öcalan. L'espoir est plus précieux que la victoire. Ou alors, C'est dans Star Wars, ça, non? quand bien même l'expérience kurde n'est pas l'utopie rêvée, le Rojava nous a montré par l'exemple que le plus important n'est pas l'idéal à atteindre, mais le chemin pour y arriver. Et comme toujours, hein, quand t'as une pensée marxiste, une pensée révolutionnaire, genre tu ne sais jamais quel système tu vas établir. Tu ne sais jamais ce qui va vraiment en émerger, et c'est tout le principe du concept de dialectique, hein, d'ailleurs. Donc moi, ça me donne surtout de l'espoir. Et oui, je t'ai appelé Scorch, genre... genre, il a dit Öcalan... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? L'espoir est plus précieux que la victoire. Dans Star Wars, il n'y a pas une phrase comme ça qui dit genre les révolutions sont construites sur de l'espoir. Un truc comme ça, je crois. Mais oui, très bonne conclusion. Et encore une fois, ça peut que énormément nous nourrir sur le plan politique, d'inspiration, de voir comment ça fonctionne, comment les expériences concrètes elles ont essayé de se mettre en place, dans quelles conditions, qu'est-ce qui a pu les empêcher d'advenir et tout. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment super intéressant comme expérience politique, ce qui s'est passé au Rojava. Je suis désolé par rapport au react de d'habitude, mais c'est souvent comme ça avec les Drôles Mille Têtes. J'ai pas grand chose à dire parce que je suis là, exactement comme vous, pour apprendre des trucs et prendre ma dose d'espoir sur le fait que si d'autres systèmes sont possibles, sont à expérimenter, des transitions sont possibles. Enfin, genre... moi, je trouve que c'est quand même assez fascinant. Et merci à l'Hydro Mille Têtes de documenter ça. Je crois pas que j'ai vu beaucoup d'autres vidéos, d'autres vidéastes en France qui traitent aussi bien du sujet, quoi. Donc vraiment, merci l'Hydro Mille Têtes. Vraiment giga basé. Ça fait très très plaisir d'avoir ce youtubeur sous la main quand même. Mais qu'est-ce que j'ai rajouté moi sur tout ça en conclusion, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire en soi, hein, franchement. Je crois pas que j'ai grand chose de plus à vous dire aujourd'hui par rapport à ça. Donc on va se quitter là, YouTube, probablement Twitch aussi parce qu'il est tard. N'hésitez pas à aller follow la chaîne de l'Hydro Mille Têtes, le soutenir un peu financièrement si vous en avez les moyens, me soutenir aussi financièrement si vous en avez les moyens, le Tipeee est en description. N'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, ton meilleur pouce bleu, le nouveau système de boost, t'abonner, tous ces trucs-là. N'hésite pas à venir nous voir aussi en stream tous les dimanches, mardi et jeudi, entre 18-19h. Voilà, gros bisous YouTube et à la prochaine.